Release a sprawling 18-track record with no clear hits. There's 3 sides on it. We left the 4th side blank. Baffling choices, guys. Just non-choices. I didn't think anybody ever made 3-sided records, so I thought it was kind of funny. Oh, it's hilarious. And you know why no one's done it? Because it's masturbatory, pretentious bullshit. All right, rolling sound. Silently listening to the blank side of Why Ways Out. Okay. Camera. Speeds. 1 golf take, 1 D-mark. And got a little bit of Jason to start right there. And action. You know, I listen to it. I like the record. There's lots of interesting sounds on it, and you know, it's just a record where we got out of our heads a little bit. I think it's more fun to listen to, and there's more there. I mean, this is a long album. It's an hour long, and my hope is that. So by the song, the listener gets value for money. Yeah, it's a better value. I thought a 10-song record would be cool, that this was like the reissue before the reissue, but I lost that battle. At that time, we were pretty cocky, and we were like, Smart thinking to me. yeah, we can put out anything. You know, when that record came out, it was really the first time we got any backlash. You know, it's still our least amount of records we've ever sold. 3-sided vinyl. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 31. Cette semaine d'émission Contre-vérité, jouer avec la langue et lâcher la bride. Autant de pavés de par le monde, de grands et de petits pavés, que de chagrins encavés dans nos pauvres âmes vagabondes. Nous mourrons de tout cela et ne nous arrêterons pas là. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris à cette citation d'une chanson de Mouloudji, repris par Claude Nougaro. Nous allons parler ce soir de pavés à l'occasion de la disponibilité depuis déjà un certain temps du film documentaire Pavements de Alex Ross Perry, consacré donc au groupe Pavement. Et ensuite nous parlerons d'une sortie salle de la semaine dernière, Plus fort que moi, aka I Swear, de Kirk Jones, pardon. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mise en son et à la parole de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Les agendas locaux pour commencer. Nous vous rappelons que le 19 avril prochain, dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, ce sera L'homme qui voulut être roi de John Huston avec Mark O'Kane et Sean Connery. Ouais, ce sera à 20h donc à l'Arvor le dimanche. Festoche d'accent. Exact. Ah bah ça c'est. Festoche d'accent anglais quoi, et d'accent écossais. Exact. D'accent écossais, d'accent cockney. Et d'accent de l'Hindoukouche joué par des Marocains. Mais bon, ne nous arrêtons pas à ce genre de détails. Voilà, ça va être superbe. Sinon, demain au Ciné Tambour, et ben donc c'est le programme que j'ai annoncé la semaine dernière, parce que pour je ne sais quelle raison, ils ont fait une pause mercredi dernier. Donc, dernière programmation de la saison pour cette année. Déjà, Dieu que le temps file vite. Hein. Donc, 8 avril à 18h15, soirée Sacartoon avec à 18h15 une programmation de court-métrage de films réalisés par Max et Dave Fleischer et Tex Avery. Et à 20h45, Mary Poppins de Robert Stevenson avec Julie Andrews. Voilà. Programmation très Jean-Baptiste Massuet, hein, tout ça quand même, on peut le dire. Effectivement. Voilà, sinon cette semaine, à partir de demain, du 7 au 12 avril, sur la métropole rennaise, c'est le festival du film d'animation.
Pourquoi il faut le pas. faire avec la... Je Oui, sais pas. il faut le faire avec l'accent du Sud. Je sais pas. Parce que moi, je fais l'accent du Sud que quand j'imite des policiers. Moi. Ah oui. Je sais pas pourquoi, je veux absolument que les policiers aient l'accent du Sud. Ah ouais. Voilà. C'est le syndrome Marcel Patulacci. Ouais, c'est ça. c'est quelque chose comme ça. Ouais. Agent de la paix avant tout. Voilà. Donc, festival d'animation, donc la première, c'est ce soir. Enfin, c'était d'ailleurs tout à l'heure à 16h à l'Arvor. Et ça dure jusqu'à donc, dimanche soir sur plusieurs salles de Rennes, notamment l'Arvor et le Ciné TNB. Voilà, le programme évidemment est disponible sur leur site internet. Internet et sur ordinateur maintenant. Autrement, toujours à l'Arvor, ce jeudi 9 avril, dans le cadre des rendez-vous de Clair Obscur, vous aurez la joie de voir ou revoir Mad Max Fury Road en version Black and Chrome. Voilà, le film de George Miller, qui est pas tout mal. Je ne sais pas si j'irai le revoir encore une fois, mais... Pour la 50e fois en salle, non. La Black and Chrome, je l'ai vu que 3 fois en salle. Il passe quand ce jeudi, D'accord, le 9 avril. okay. Autrement, au niveau des sorties nationales, eh bien, demain, vous allez être contents parce que enfin vous l'attendiez. C'est Cocorico 2, le film avec Didier Bourdon et Christian Clavier. Donc la suite du fameux Cocorico sorti il y a de ça 1 an et demi et qui nous avait pas du tout enchanté pour le coup. Autrement, il y a un nouveau truc de Gilles Demestre qui s'appelle L'Enfant du désert. Donc voilà encore une histoire d'enfants puis d'animaux, mais cette fois dans le désert. Voilà. Il y a un film d'horreur avec Samara Weaving, une des Scream Queens d'horreur depuis une dizaine d'années, qui est aussi la nièce d'Hugo Weaving et qui ressemble à Margot Robbie, qui s'appelle... C'est mieux que s'il ressemblait à Hugo Weaving. Oui. Et donc, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais voilà. Et donc qui s'appelle Wedding Nightmare 2. Oui, qui est la suite effectivement de Wedding Nightmare. D'une espèce de comédie romantique horrifique sortie il y a 2-3 ans. Exactement, avec une mariée qui lutte contre des azous. Ouais, qui est invité dans la mauvaise soirée, enfin qui est invité au mauvais mariage, quoi. Voilà, une espèce de festen inversé, quoi. Parce que Festen, il s'invite à un bon mariage. Non, mais par contre, c'est lui qui fout la merde dans le mariage, alors que là, c'est tous les autres qui sont contre elle, quoi. Fallait pas l'inviter, comme disait Michel Muller. Exactement. Autrement, il y a un film qui s'appelle Sauvage avec Céline Salette et Bertrand Belin, donc casting France Inter pour un film qui se passe dans les Cévennes. Voilà, probablement de beaux paysages du coup. Ouais, là, tu aurais pu faire l'accent. L'accent dans les Cévennes, voilà. Sinon, alors là, je vais pas faire l'accent parce que c'est un film qui se passe en Afrique, donc le nouveau film. On va pas faire l'accent, effectivement. Le nouveau film de Claire Denis, Le Cri des Gardes, avec Isaac de Bancolé et Matt Dillon, dont nous reparlerons dans 2 semaines. Pourquoi pas. Claire Denis, c'est plutôt un bon film sur 3, mais on est intrigué. En plus de l'avoir retrouvé Isaac de Bancolé, avec qui il avait commencé sa carrière, voilà, avant de jouer dans Les Keufs de Balasco et de partir aux USA pour tourner pour Michael Mann ou Jim Jarmusch. Très sympathique, Isaac de Bancolé. Ouais, tout à fait. Très belle, carrière très singulière, mais tout à fait respectable. Qui a joué dans Ghost Dog aussi. Oui, c'est pour ça que je parlais de Jim Jarmusch. Voilà, il a joué dans Ghost Dog. Autre carrière singulière, c'est celle du documentariste Pierre Carl qui sort son nouveau documentaire demain, l'affaire Abdallah, consacré aux plus vieux prisonniers politiques de France, qui est sorti récemment, je crois, non ? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Non. 40 ans de tôle, après tout. Il est plus à 2-3 jours près. Non. Donc voilà, pas sûr que ça passe à Rennes. En tout cas, les films de Pierre Carl sont de manière générale depuis plusieurs années très très mal distribués, mais curieux de voir ça quand même. Sinon, il y a un film qui est assez particulier qui s'appelle L'œuvre invisible, qui est un documentaire consacré à Alexandre Troynoy, qui est un cinéaste qui pendant 30 ans a commencé plein de films sans jamais pouvoir les finir. Et donc c'est un film qui essaie de retracer le parcours de ce personnage-là, avec notamment plein d'acteurs célèbres avec qui il a tourné pendant quelques semaines ou quelques jours, notamment beaucoup de gens décédés en l'occurrence, Jean Rochefort, Francis Perrin et compagnie. Okay. Donc, voilà, documentaire intriguant sur une figure qui ne l'est pas moins. Ouais, j'imagine. Autrement, il y a un documentaire sorti la semaine dernière sur Amazon de Bart Layton, le réalisateur de American Animals, un polar avec Chris Hemsworth et Mark Ruffalo, qui s'appelle Crime 101, basé sur un livre de Don Winslow et dont nous reparlerons la semaine prochaine, sauf Thibaut, qui n'est pas là, qui nous fait faux bon pour parler d'un polar à Los Angeles. Comme il parle là-bas à Sauce Centrale. Ouais, c'est ça, le fameux accent de Sauce Centrale. Le fameux accent de Sauce Centrale, voilà. Il fait hop là, chocolat. Ouais, exactement. Ouais. Moi je suis un Kryptonan et moi je suis en blood. Voilà, comme il parle. Ça évite de faire l'accent africain, quoi, du coup. Exactement, c'est ça. C'est plutôt des chicanos que des. Oui, effectivement. Il n'y a pas à le faire, mais bon. Non, on va s'arrêter là si vous avez envie. Sinon, du coup, pour vous, pour les amateurs de musique, je sais que vous êtes restés jeunes dans votre peau et dans votre tête. Il y a donc BTS World Tour Around in Gonyang Live Viewing
Voilà, donc le groupe de K-pop BTS, comme on dit, voilà, qui va ravir vos esgourdes pour les petits et pour les grands. Oui, plutôt pour les petits et les jeunes, quoi. Voilà, pour les petits et les jeunes. Quand je crois qu'il me semble que ça fait partie de ces groupes où, quand tu as plus de 35 ans, t'as les oreilles qui saignent, en fait. À moins de chanter dans le groupe. C'est des ondes sonores, voilà, c'est des ondes sonores qui sont pas compatibles avec une certaine tranche d'âge. Alors, tout le monde sait que le meilleur groupe de K-pop, c'est Blackpink. Voilà. Je sais pas de qui tu parles. Margot qui est jeune, tu vois. C'est surtout que moi je travaille avec des enfants, donc le appâté, tu leur en boucle et encore. Enfin vraiment, c'est un truc assez insupportable d'entendre les mêmes musiques quand tu travailles avec des enfants. Et par rapport à K-pop Demon Hunter, c'est pareil. C'est pareil. Mais après, moi je suis contente pour surtout les petites filles, elles adorent ça et elles sont en mode on a des personnages fictifs féminins. Référents. Donc je suis contente pour ces petites filles-là. Leurs frères en ont marre aussi parce qu'ils sont là, ma sœur, elle regarde que ça. Tu m'étonnes. Mais bon, voilà, tu t'y fais au bout d'un moment. Le Dirty Dancing des années 2020, quoi. Ouais, c'est pour ça que je préfère voir Crime 101 quand même. Ouais. Parce que moi j'ai une petite sœur et moi dans les années 90, alors je suis désolé pour ma petite sœur que je salue bien là-bas. Mais voilà, j'ai beaucoup vu Dirty Dancing avec elle, donc c'est un film que je connais très bien. Je ne l'ai jamais vu. Mais un peu malgré moi, voilà. C'est-à-dire que tu avais The Time of Your Life. J'ai eu tout. Non, mais moi je connais le film vraiment par cœur. Hein. C'est vraiment un film. Et Roadhouse. Roadhouse vachement moins, tu vois. Mais parce que j'avais pas de frère, j'avais pas de grand frère. Il y a plus de bagarres dans Roadhouse. J'avais pas de grand frère. Mais il y a quand même Patrick Swayze dans les deux. Mais il faut un grand frère. Oui, c'est vrai. Pour te montrer Roadhouse, quoi. Ou Over the Top, quoi. Tu vois. Sinon, quand t'as une petite sœur, Dirty Dancing. Et Point cassant, Point Break en anglais. Mais non, même pas Point Break. Non, tout ça c'était fini déjà. Donc, bref, nous allons passer à la section critique de cette émission, retourner dans le temps béni de la fin des années 80 aux États-Unis d'Amérique sur la côte ouest. Nous allons aller sur les pavés. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Pavement avec une chanson que Erwan n'a pas assez écoutée puisque ça s'appelle Cut Your Hair. Et donc de Pavement, il va en être question dès à présent à l'occasion de la disponibilité sur Mubi depuis quelques temps déjà du documentaire Pavements avec un S donc consacré au groupe Pavement réalisé par Alex Ross Perry. Alex Ross Perry, réalisateur dont on avait déjà parlé ici il y a un petit moment déjà, puisque c'était au début des années 2010, une des figures, à défaut d'être peut-être une des têtes de proue de ce qu'on appelait le mumblecore, donc avec comme les films de Greta Gerwig par exemple. Et Alex Ross Perry avait réalisé notamment, on avait parlé ici de Listen Up Philip et de Golden Exit. Et de Queen of Earth. Queen of Earth, exactement, oui. C'est ça. Voilà. Il y a au moins une petite dizaine d'années, quand les films avaient eu une sortie en France en vidéo et en DVD. On avait même consacré une émission spéciale à ce sous-genre du mumblecore. Il y avait un bouquin qui était sorti. C'est ça, c'est pour ça. C'était à l'occasion de la sortie du bouquin. Il y avait aussi une salle de films qui sortait. Exactement. On va retrouver l'auteur quand même du bouquin. Et donc Alex Ross Perry qui là s'intéresse au groupe Pavement dans un film documentaire, mais pas vraiment, parce que le film va être un peu une genre de patchwork et de variation sur différentes formes, parce que c'est à la fois un documentaire donc au présent, en 2022, au moment de la reformation du groupe, mais aussi évidemment une tonne d'images d'archives de la fin des années 80 et des années 90, dans lequel il va mêler un film de fiction avec Jason Schwartzman, mais en même temps aussi une exposition itinérante qui a pris place aux USA, mais qui est à moitié bullshit, en tout cas remplie d'artefacts faux, mais aussi des artefacts vrais. Et au milieu de tout ça se mêle une comédie musicale dans laquelle on va voir le processus de création, et notamment du comédien principal de la comédie musicale qui va jouer donc le rôle du chanteur de Pavement, Stephen Malkmus, et donc on va essayer de voir son processus créatif et comment est-ce que l'acteur studio prend le pas sur lui. Le livre sur le mumblecore est écrit par l'excellent Théo Ribéton. Ah oui, c'est ça, exactement. Qui écrit notamment pour les Unrock. Pour les Unrock, pour Première, pour Technicart, et qui présente le podcast Sortie de secours. Voilà, et c'était à l'époque un essai publié par la revue en ligne Zinzolin. Ah, c'est ça. Ça nous remonte au temps, au premier temps de Twitter. Ouh là là, oui. Ça nous ramène en fait il y a plus de 10 ans. Ça, hein. Ouais. Donc voilà, donc comme je le disais, film qui prend une forme... 2014. 2014. Donc une forme variable et variée. On va revenir un petit peu rapidement comme sur Pavement, qui n'est pas un groupe que je connais
excessivement bien, qui rentre dans cette sous-catégorie un peu arbitraire qu'on appelle la musique de blanc fragile. Donc voilà où en fait début et milieu des années 80, il y a un genre de renouveau dans la musique américaine, évidemment après l'arrivée du punk en 76-77. Il y a tout un mouvement en fait de retour vers une certaine Americana, notamment avec des groupes, avec le groupe de Chuck Prophet, Green on Red. Et après, on va un peu plonger dans ce qu'on appelle l'indie ou bien l'indie folk. Post-rock aussi. Post-rock, avec toute une palanquée de groupes, Bill to Spilt, Neutral Milk Hotel, Beat Happening, et des choses un peu plus expérimentalo-bruitistes. T'es en train d'inventer les noms des groupes. Là. Pas du tout. Et Beat Happening, c'est mortel. C'était mon groupe préféré de l'époque. Neutral Milk Hotel, c'est mortel. Moi, je suis nul en ça. Moi. Et donc, je disais aussi d'autres groupes un peu plus expérimentaux-bruitistes, comme le groupe de Thurston Moore et Kim Gordon, Sonic Youth. Et donc à la fin des années 80 arrive un groupe californien donc, qui s'appelle Pavement, qui est frontmané par Stephen Malkmus et qui va plonger vraiment dans ce genre de musique un peu lo-fi, très inspiré par le groupe de Marcus Smith en Angleterre, donc The Fall, qui est probablement un des groupes anglais les plus dingues de la vague punk, un groupe qui a déjà changé son line-up à chaque album, parce que Marcus Smith avait un management et un certain sens des relations sociales, comment dire, assez trouble. Qu'on qualifierait de toxique, j'imagine. Un énorme connard, d'après la croyance populaire, qui s'est pris la tête avec à peu près tous ses camarades de jeu. Mais un génie. Et un génie, exactement. Et où chaque album, donc, il changeait de line-up, mais aussi quasiment de style. Donc, à la fois des trucs extrêmement violents, bruitistes, puis plus lo-fi, plus expérimentaux. Et donc, a quand même été, je pense, une des influences de Pavement, tout en faisant leur truc à eux. Donc, musée, c'est vraiment le genre d'indie. C'est une sorte de pré-grunge un peu. Ouais, aussi, c'est ça, pré-grunge aussi. Un peu parce le grunge, comme Sonic Youth. C'est ça, parce qu'il arrive à peu près à l'époque aussi des premiers albums de Nirvana, de Pearl Jam, de Madonna, du groupe d'Eddie Vedder. De Alice in Chains. Eddie Vedder, c'est Pearl Jam. Oui, c'est ça, oui, pardon. Mais Alice in Chains, tous les machins où ça geint, quoi. Mais ça geint pas de la même manière. Les Smashing Pumpkins, ils en parlent d'ailleurs. Oui, c'est une chanson où ils disent du mal. C'est normal. Qui n'a pas envie de dire du mal des Smashing Pumpkins et de Billy Corgan? Billy Corgan, bon, on en reviendra. Billy Corgan qui avait refusé de jouer au Lollapalooza parce que Pavement était programmé. Bref, c'est vraiment un gros con. Donc voilà. Mais bon. Et Pavement qu'on peut voir un petit peu comme un genre de quasiment de groupe pour musiciens, parce que c'est à la fois vraiment des intellectuels, une langue, en tout cas l'écriture de Malkmus extrêmement poétique, beaucoup de métaphores, parfois un peu abscons, on va dire, et mêlé avec quand même un sens de la mélodie indéniable, mais on va dire dans une production, en tout cas dans une musicalité assez aigrelette, on va dire, même s'il y a parfois des ils n'ont pas de hits. En fait, c'est un groupe sans hits. Alors, ils ont eu des tubes. Oui, ils ont eu des succès. Mais par exemple, si tu demandes à quelqu'un, tu demandes à quelqu'un un morceau de Nirvana, Penny Royalty. Voilà, tu trouveras des gens pour te sortir 3, 4, 5 morceaux qui sont restés dans la tête, comme As You Are, avec une ligne de basse, un machin. Alors que Pavement, effectivement, fait partie de ces groupes où il y a eu des morceaux qui ont eu du succès, il y a des albums qui ont eu du succès, mais il n'y a pas un tube. Il n'y a pas un tube catchy. Il n'y a pas un tube catchy. Une chanson emblématique. Ouais. Et en tout cas, j'ai l'impression que Pavement, ça reste quand même principalement un mouvement assez nord-américain, c'est-à-dire plutôt au Canada et puis États-Unis, qui n'a jamais réellement traversé l'Atlantique. Mais comme beaucoup de groupes, et de toute façon, le film joue aussi là-dessus, sur les superlatifs du côté américain, le groupe le plus influent du monde, le groupe le machin, où c'est un peu comme ce que disait Iggy Pop des Stooges, c'est un groupe qui n'a jamais eu de succès, mais tous ceux qui ont écouté les Stooges ont fait un groupe après. Et Pavement, il y a un petit peu ce côté un peu d'irriguer une certaine frange de la musique états-unienne. Thibaut. Oui, c'est vrai que Pavement, c'est vrai que c'est un groupe absolument culte. C'est un groupe que je mettrais au même niveau que d'autres groupes cultes qui n'ont pas eu leur grand succès, malgré quelques passages sur MTV, parce que c'était quand même la grande époque de MTV à l'époque, type Yo La Tengo par exemple, ou plus tard, le groupe est arrivé un peu plus tard, mais type Death Cab for Cutie, même si Death Cab for Cutie a eu plus de succès. Mais voilà, c'est un groupe lofi un peu normcore, voilà, si on pourrait dire ça comme ça, fringué n'importe comment, et
Oui, c'est vrai qu'ils ont tourné avec Nirvana. Il me semble que Kurt Cobain a apprécié le groupe. Ils ont tourné avec Sonic Youth, Kim Gordon a apprécié le groupe également. Qui apparaît dans le documentaire. Qui apparaît dans le documentaire. Une stellar, toi, vraiment. Quel mais mauvais du goût, ces coup, Américains. on se dit que le documentaire, je mets ça entre guillemets, mais que le film tombe à point nommé parce qu'il nous permet pas de retravailler une musique des années 90, mais en fait de prendre en compte l'importance indéniable, malgré tous les superlatifs, mais le groupe a eu une influence indéniable sur ce qui se proposait et le côté à l'époque. intéressant du film aussi, du coup, c'est que le côté protéiforme de la musique de Pavement, il essaye de le retravailler. C'est ça. Alors, par la forme même je trouve de son que film. je trouve que la combinaison Alex Ross Perry, donc une des figures emblématiques du mumblecore. On voit certains de ses petits camarades de jeu. D'ailleurs, à un moment donné, on voit Greta Gerwig et puis Noah Baumbach, oui, en backstage. Qui sont là. Je trouve que l'association Ross Perry Pavement fonctionne bien parce qu'en fait, c'est quoi? Alex Ross Perry dans ses films parlait en gros de blancs fragiles. Hein. C'est clairement ça. Et Pavement qui marmonne. Et Pavement, c'est un petit peu la même chose parce que Stephen Malkmus n'était pas non plus le chanteur. Il n'a pas la rage de Kurt Cobain. Il n'a pas du rock pavillonnaire de classe moyenne en fait. Mais ce qu'ils sont, ils essayent de s'en sortir. Sans le côté garage, avec un côté. Ils le disent eux-mêmes. Ils n'ont pas non plus, la profondeur de Eddie Vedder. Ils n'ont pas la voix nasillarde de Billy Corgan. Ils se situent un petit peu au milieu de tout ça, tout en étant très en... Et quand même, à l'inverse de Eddie Vedder, il articule. Tout en étant très en retrait. Et du coup, voilà, c'est un groupe... En fait, c'est un groupe mumblecore capté par un réalisateur mumblecore. Donc, je trouve la démarche très intéressante. La démarche est d'autant plus intéressante que Alex Ross Perry, franchement, s'affranchit totalement du documentaire musical, et en cela je trouve que sa démarche se rapproche vachement de Todd Haynes. J'y pensais avec son film sur Velvet, Dylan, avec son film le Velvet. Alors il y a Dylan et surtout sur le film sur le Velvet, donc dont on avait parlé ici il y a quelques années. En termes de matériaux, on va taper sur, comme tu le disais, il y a des aspects un petit peu bullshit, il y a des making-of, il y a des moments où on a l'impression que c'est un press junket, il y a des images d'archives, mais pas trop non plus. Et puis tout au plus, les images d'archives, c'est 15-20 secondes. Les archives, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tu vois que quand même, il y a plein de groupes de l'époque, déjà, ils se filment énormément. Ouais. Mais déjà, même Nirvana se filmait. En fait, c'était l'avènement un petit peu du caméscope. Donc on y allait. Et à la même période, c'est là qu'on commence à voir les premières vidéos de skate. Justement sur MTV. Spike Jonze et tout ça, effectivement, oui. toute cette donc voilà, tout ça se met en branle. Donc on a un espèce de matériau qui ressemble à rien, mais en même temps qui ressemble à ce que fait le groupe Pavement en termes musicaux, c'est-à-dire des musiques un petit peu déstructurées, sans grand tube, avec certes un sens de la mélodie, mais il faut toujours que la mélodie soit fracassée un peu plus tard, avec une grille d'accords ou des descentes qui sont complexe pour l'oreille, hein. On n'est pas sur... C'est assez cérébral en fait comme groupe. C'est assez cérébral, voilà. Un groupe intellectuel. C'est pas Lithium de Nirvana. Non. Clairement. Et en même temps, il y a un mélange des formes. Moi, j'adore en fait l'utilisation du split screen. Moi, je la trouve absolument... je la trouve fabuleuse parce qu'il marie différents matériaux, il marie le vrai et le faux, il marie différentes temporalités, qui fait qu'on est dans une espèce de brouhaha, mais ce brouhaha... Enfin, ce maelstrom plutôt, mais ce maelstrom correspond tellement à ce qui se passe dans la tête de Stephen Malkmus qu'en fait, je trouve que le film est absolument cohérent, même si on pourrait peut-être reprocher 2h08, hein, on pourrait peut-être reprocher une densité quand même. Ouais, on pourrait une longueur exacerbée, mais cette longueur, je trouve elle se trouve quand même une explication. Et je m'arrêterai là, c'est que le film ne va pas suivre le début de Pavement, la gloire, le downfall, la première tournée en 2010, puis la tournée en 2022. Ouais. Voilà, on ne suit pas ça de manière totalement linéaire, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est la comédie musicale et le faux film. Alors la comédie musicale existe, elle a été jouée off-Broadway. On peut trouver d'ailleurs l'affiche sur le site de Matador Records, qui est le label emblématique qui produit le docu, de Pavement. Mais en fait, c'est pas le groupe qu'on va suivre au final, c'est la création de cette comédie musicale, le casting, les premiers essais, jusqu'à l'avènement. Et le film, c'est pareil. Même si le film est faux, on va trouver ça. Disons qu'il y a un double côté méta, parce qu'il y a à la fois le côté méta sur la fabrication de la comédie musicale et le côté méta sur la fabrication même
du documentaire. Et qui est en un train de petit se côté faire. méta sur, tu vois Pavement en train de répéter parce que quand même, ils ont quand même 50 ballets et il faut Faut se quand rappeler même, les morceaux, quoi. faut quand même se rappeler des morceaux. Du coup, il y a cette dimension multiple en fait va progresser pour arriver vers une espèce de climax où on va voir, je spoil un peu, mais on va voir la générale des répétitions du groupe, la générale de la comédie musicale et le film. Bon, on voit un petit peu parce que c'est comme si le film avait été. Il y a un moment très sympa où on voit le film comme si comment dire. Il avait été montré à des votants pour les Academy Awards et en fait ceci, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quand même une espèce de climax qui n'est pas du tout, qui ne correspond pas à un documentaire ou un biopic sur un groupe de rock. Mais ça amène quand même une petite pas une petite pression, mais ça amène quand même une attente, ça amène quand même du suspense. Est-ce qu'on va y arriver ? Du coup, le film quand même reste assez ample et suit une ligne directrice malgré tout le bordel que Alex Rosperi a mis en branle. Il y a un truc avant de vous laisser la parole, docteur, parce qu'on en parlait en off avant l'émission, parce que c'est quand même un truc qui revient bien aussi. Cette tentative de capter un esprit de la jeunesse de la fin des années 80 et de la fin des années 90, qui est le slacker, donc le glandeur, les mecs qui foutent pas grand-chose, qui sont habillés avec des fringues trop larges, qui font du skate. Le blanc-bec, pourrait-on dire. Le blanc-bec, exactement. Blanc-bec. Donc évidemment, la figure de proue, pour le coup, est celui qui l'a vraiment conceptualisé, c'est Richard Linklater dans tous ses films, la fin des années 80 et des années 90. C'est ça. Et il y a effectivement ce genre d'esprit-là. Il y a cet esprit-là et le groupe... D'éloge de la glande. Et s'il y a un groupe qui a eu du succès, mais là, un succès interplanétaire, qui correspond vraiment à ça, moi il me semble que c'est Weezer, parce que Say Yan So. Alors le premier album, mais la suite. Mais non, c'est super. Tout est super. Un des derniers albums, l'album blanc est incroyable. Mais c'est Weezer. Mais Weezer ne rentre pas dans cette catégorie dans le sens où Weezer a écrit Say Yan So et Say Yan So c'est plus pop, carton et puis c'est carton cosmique. Mais voilà, ce côté slacker, branleur, normcore, chemise trop grande, mais pas dégueulasse. Voilà, on n'est pas comme chez Kurt. Chemise à carreaux mais propre. Voilà. On a une machine à laver. Kurt, je sais pas. Docteur. Ouais, alors moi c'est vrai que c'est une expérience un peu étrange pour moi parce que c'est vrai que Pavement, pour moi c'était un clip de temps en temps au Best of Trash le jeudi soir sur M6 dans les années 90 et encore dans la deuxième moitié des années 90. Alors donc ça vous parle les jeunes qui nous écoutent. Voilà, donc le groupe était déjà un petit peu sur la pente descendante en fait. Et donc du coup c'est vrai que c'est un groupe moi qui est resté une espèce de groupe un peu mélangé dans un tas de groupes que j'écoutais pas en fait parce que moi j'étais donc quand j'étais adolescent, moi j'étais à une période où déjà j'écoutais beaucoup plus du hip-hop et quand les rares fois où j'écoutais d'autres choses que du hip-hop, moi il fallait que ça envoie, donc il fallait que ce soit du Rage Against the Machine ou du Nine Inch Nails. T'étais plutôt ténébreux quand même. Pas tant que ça en fait, mais j'aimais bien torturé. Il fallait que ça envoie un peu du steak quoi quand même. Donc c'est vrai que ce rock un peu plus tu vois, même justement dans ce qui était un peu rock indé et tout ça, effectivement moi j'étais plutôt du côté Pearl Jam qui avait cette espèce d'énergie musicale tu vois que moi j'étais plutôt ce que je recherchais à l'époque. Du coup c'est vrai que le groupe restait un peu mystérieux pour moi et donc du coup le documentaire alors c'est un documentaire un peu ambivalent, enfin moi j'ai une réaction un peu ambivalente en voyant le docu parce qu'en fait effectivement comme moi je connais pas bien le groupe, c'est vrai qu'il y a des moments j'étais un peu paumé. Il y a des moments où j'étais un petit peu paumé à l'intérieur du documentaire, mais finalement... C'est vrai que c'est pas toujours très inclusif pour le néophyte. Mais par contre, ce que ça perd en clarté pédagogique, on va dire que ça le gagne, je trouve, en procédé formel. Et c'est vrai que le fait de travailler beaucoup sur le montage, sur le choc en fait entre des différentes périodes, différents supports, différentes manières de jouer la musique de Pavement, ça j'ai trouvé que c'était la partie justement je trouvais ça plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment j'ai arrêté d'essayer de comprendre ok, premier album, deuxième album, troisième album, bon, voilà, j'ai un peu arrêté ça et je me suis plutôt concentré effectivement sur la mise en scène et de ce point de vue là moi j'ai trouvé que le film était plutôt intéressant, en tout cas offrait peut-être un peu long effectivement mais qu'il offrait par contre des plein de moments sympas et puis bon voilà, c'était une occasion aussi de remontrer un petit peu ces années 90 dans ce qu'elles ont finalement de pas si cliché
cliché justement, et Pavement est un groupe qui arrive un peu à échapper à ça quand même, je trouve, à cette espèce de cliché justement grungy, de la chemise à carreaux, trop lente, trop grande. Oui, parce qu'en gros, années 90, souvent on dit c'est le grunge, le glam pour le rock, et puis la techno qui sont les mouvements musicaux majoritaires. Il y a plein de trucs, c'est l'avènement du black metal aussi, il y a tout ce qui est death, ça arrive, le death floridien. Je ne parle pas de la Scandinavie, je parle de vrais pays. C'est là que je vais faire ma seconde vieux con. Moi, de toute façon, pour moi, les années 90, c'est la dernière grande période d'effervescence musicale. C'était la mode à l'époque. Pour moi, tout ce qui se fait depuis 30 ans, c'est de la soupe. C'est de la ressucée des années 80 et 90. Et là, on est en train de rentrer justement dans la période. Les années 90, qui était déjà une ressucée des années 70. Oui, déjà. Mais c'était le dernier moment où il y a eu des. Est-ce que ressucé s'est trompé, Erwan? Non, mais bon. Mais le truc, c'est que j'avais l'âge aussi où on découvre la musique, donc c'est une appréciation qui est totalement subjective et totalement falsifiée et fantasmée, évidemment. Mais c'est vrai que. Et du coup, c'est vrai qu'aussi, cette effervescence fait que y a plein de groupes en fait qui sont aujourd'hui considérés comme des groupes importants que moi j'ai complètement loupé. Que ce soit en pop, en rock, en plein de trucs. C'est-à-dire qu'il y a des domaines musicaux où moi je m'y connais à peu près. Et puis il y en a d'autres où je me rends compte que effectivement, tu vois, Pavement, il y a vraiment eu un côté de découverte. Mais je suis content d'avoir vu le documentaire aujourd'hui parce que je pense que je suis plus à même d'apprécier la musique de Pavement et ce côté justement un peu cérébral aujourd'hui que je ne l'étais quand j'avais une quinzaine d'années. Quand tu étais un jeune zazou, quoi. Ouais, je pense que ça aurait pas forcément bien matché parce que j'avais pas moi justement ce truc de slacker. Moi, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit slacker en fait, de blanc fragile et tout ça. Moi, ce que je voulais, c'était de la violence et du headbanging. Moi, c'est ça que je voulais. Moi, c'était plutôt le côté quepon que moi. L'odeur du sang, l'odeur de la violence. L'odeur de la violence, exactement. Mais moi, c'était plutôt ce côté quepon en fait que je recherchais dans la musique, ce côté énergique, beaucoup plus que ce côté justement ce côté cérébral et un peu plus introverti. Et du coup, c'est pour ça que je suis passé à côté de la new wave, je suis passé à côté de la cold wave, je suis passé à côté de plein de trucs en fait. Et je pense que maintenant, je suis plus à l'écoute parce que j'ai écouté d'autres trucs entre temps. Je suis plus à l'écoute aussi de ce genre de groupe. Donc, tu es plus mature. Je sais pas si je suis plus mature, mais en tout cas, je suis plus ouvert. Voilà. Donc, effectivement, je trouve que le documentaire, il est peut-être un peu abscon si on connaît pas du tout le groupe Pavement, mais pour peu qu'on. Ouais, parce que c'est ce que je dis aussi, c'est que le culte états-unien, il n'est pas forcément aussi marquant. C'était pas du tout un France, groupe culte en France. Moi, je me souviens pas du tout qu'il y avait c'est des pas gens. comme Nirvana, justement, qu'on disait qu'il a pour le coup a été en Occident, carrément pour le coup traverser l'océan. En France, dans les années 90, t'écoutais Rage Against, enfin en province, en tout cas, t'écoutais Rage Against the Machine, t'étais déjà dans la marginalité musicale. En région. T'étais dans les territoires. T'étais déjà dans la marginalité musicale. Tu vois, alors Pavement, là vraiment tu tombes là, tu partais vraiment dans les trucs snob, dans les trucs, quasiment dans le snobisme musical, quoi. Après le film, alors c'est un objet conceptuel, expérimental, formel qui est intellectuel, qui est vraiment très intéressant. Mais c'est comme en fait comme le mumblecore, c'est que le dispositif en fait, ça fait longtemps. Le dispositif, aussi puissant soit-il, n'empêche pas une certaine émotion, mais cette émotion, il faut quand même aller la chercher. C'est comme dans les films du mumblecore, parce que c'est la cohésion du groupe aussi. En fait, il m'emmerde là à se plaindre tout le temps, et en fait l'émotion arrive vraiment petit à petit et on va pas sortir les grands violents pour attendrir le spectateur. Voilà. Il y a quand même le batteur bourré qui est. Il faut la tirer, il faut aller la chercher. Mais c'est assez distancié comme le groupe lui-même en fait. C'est ça. Et ici, je trouve quand même qu'on arrive à rentrer, alors non pas dans la globalité des états d'âme du frontman, parce qu'en fait, c'est Stephen Malkmus qui vraiment écrivait un petit peu tout. Les autres membres du groupe sont là, mais bon, c'est quand même lui la tête de proue. Est-ce qu'il peut-être à défaut d'ailleurs, mais tu te rends compte en fait que des fois il est mal à l'aise, que des fois il avait un peu du. C'est pas ce qu'on appelle un people's person. Non, tu sens bien que c'est pas sympa. Voilà. Les musiciens sont l'air plus fun. Lui, il a l'air pas très fun. Voilà, Par contre, moi j'ai bien aimé toute la. Alors moi je sais pas, moi j'ai vraiment ressenti ça comme une parodie, c'est-à-dire tout le truc avec l'acteur de Stranger Things en fait. Ah bah c'est une parodie, oui, ça n'existe pas. Stranger Things. Qui déjà joué, oui, bah c'est ça. Doit jouer le rôle et qui finit par avoir, l'acteur studio poussé à l'extrême de prendre une photo de sa langue. Mais ça, je
pense que c'est Oui. comme ça. Je pense que Ça, c'est du bullshit. Ça m'a l'air d'être complètement parodique. voilà. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien, cette espèce de distance sur les biopics musicaux aussi, et sur le fait de faire des recherches puis sur le puis le fait modèle. d'incarner vraiment le truc. Enfin, j'ai trouvé ça assez rigolo. Moi, Mais du coup, ça n'empêche pas de rentrer un petit peu. Alors, pas dans la psyché du frontman, mais d'essayer de cerner un petit peu ces états d'âme, ce que c'était d'être Pavement dans les années 90. Tes états d'Amérique. Oui, Chanter, je ne sais plus. bravo. Et ce que c'était et ces états d'âme dans les années 2010 puis 2020. Mais voilà, ça reste quand même un film qui n'est pas évident, et si tu n'es pas un poil intéressé par le rock, par le groupe voilà, et par le rock des années 90 et par le groupe, bon, c'est vrai que tu peux être mis de côté, parce que, comme tu le disais, c'est pas un documentaire pédagogique. Voilà. Ouais, mais un peu comme le Velvet, moi je trouve que exactement. C'est que la forme, Film de Todd Haynes sur le Velvet. La forme est suffisamment intéressante pour peu que tu t'intéresses un peu au cinéma. T'as une autre voie d'entrée. Et à la musique de manière générale. Et à la musique, t'as une autre voie d'entrée que juste aimer Pavement ou pas, ou connaître Pavement ou pas connaître Pavement, quoi. Oui, c'est ça. Enfin voilà, pour moi justement, qui suis vraiment un néophyte, et voilà, je le dis absolument sans honte aucune. Voilà, moi j'ai plutôt apprécié le documentaire, et j'ai plutôt apprécié la musique que j'ai entendue dans ce documentaire, tu vois. Voilà, donc non, moi je trouve que le résultat est plutôt convaincant, et sans tomber justement dans le mumblecore et dans un truc marmonnant et un peu chiant, voilà, parce que moi le mumblecore, moi je trouve ça un peu chiant quand même. Alors moi, c'est pas ma tasse de thé du tout. Non, moi c'est un peu. Autant j'aime bien Linklater, parce qu'il y a toujours une forme d'humour aussi chez Linklater, autant le mumblecore. Ouais, puis c'est un gars du Sud. Voilà, je peux pas. C'est un gars du Texas, voilà, c'est pas des New-Yorkais comme le mumblecore. Voilà, donc voilà, je suis un peu moins branché sur le mumblecore, qui pour moi a toujours été un peu une fausse mode, enfin une mode à deux ronds, des années 2000. Ah bah ça coûtait 2 ronds. En même temps, on peut pas dire que ça a coûté cher ou en bilan carbone. Hein. Ah non, des types qui parlent de leur part de pizza pendant 1h30 sans qu'on comprenne trop ce qu'ils racontent. Voilà. Moi, j'appelle ça un samedi soir. Voilà, samedi soir en province. C'est un samedi soir en province, exactement. Donc, Pavement. Grand film qu'il faudrait ressortir ça, un jour ressortir au cinéma. Très grand documentaire, c'est vrai. Donc, Pavement au pluriel sur les multiples variations du groupe Pavement de Alex Ross-Perry, donc disponible notamment sur Mubi. Donc voilà, réécoutez Pavement et réécoutez Luna Parker, tes états d'âme, Eric. Nous allons passer à toute autre chose. Et là, nous allons apprendre à dire plein de gros mots saperlipopette. Pour fleurir une histoire. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le GOAT, Richard Gottener avec Saperlipopette. On aime beaucoup Richard Gottener ici. Ouais. Big up Richard. Big up, ouais. Exactement. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant, Richard Gottener, bon pied, bon oeil. Bon, bah, très bien. Car donc de Saperlipopette et de gros mots, il en est question dans Plus fort que moi, aka I Swear de Kirk Jones, l'immortel réalisateur de Mariage à la Grecque 2 ou de ce qui vous attend si vous attendez un enfant, et qui donc là est un film biographique donc based on a true story sur l'histoire de John Davidson, jeune homme qui grandit dans l'Écosse des années 80, et vers ses 14-15 ans, il commence à être atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, donc rempli de tics et de tocs. Chanson de Nirvana également. Tourette ? Ouais. Oui. Ah oui, Tourette. Ouais, chanson où ils disent que des sur gros mots. In Utero. Oui, bah écoute, les rappeurs aussi disent plein de gros mots, pourtant ils n'ont pas Gilles de la Tourette. Et donc Gilles de la Tourette, et donc il va commencer évidemment à sortir de manière intempestive des insanités, comme on dit. Et donc ça va être le parcours des années 80 jusqu'en 2019, et son anoblissement par la reine pour son travail de prévention et de pédagogie autour du syndrome donc de Gilles de la Tourette. Et donc le film est, comme je disais, based on a true story, et ça suit un petit peu toute cette progression-là dans une forme et même une construction narrative que nous pourrions qualifier de scolaire, de didactique, voire de pédagogique, puisque John Davidson est devenu au fil du temps un peu un des représentants et un des grands pédagogues autour du syndrome de Gilles de la Tourette, qui a mis du temps à être reconnu comme étant une véritable affliction et presque comme un handicap, même si lui ne considère pas ça comme un handicap. C'est dans la vie de tous les jours potentiellement assez handicapant quand tu dis des insanités. C'est une maladie qu'il faut bien préciser, c'est pas une maladie mentale, non. c'est une maladie nerveuse. C'est ça. Le syndrome de la Tourette. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est sans doute aussi cette espèce d'entre-deux, quoi, qui fait que ça a mis longtemps en fait à être reconnu, parce que c'est pas c'est une maladie assez spécifique quand même au système nerveux, quoi. Et donc je trouve que la partie la plus intéressante en l'occurrence, c'est la première partie où il est
pas encore intégrés dans le monde du travail, dans le monde de la pédagogie et compagnie. Mais on a à la fois la vision de l'écose d'une certaine classe sociale, que ce soit dans le milieu familial ou dans le cadre de l'école, et un petit peu prévoir la progression dans cet environnement-là, comment est-ce qu'il essaye de s'en sortir, qui sont les aspects les plus intéressants avant de tomber quasiment dans un truc de développement personnel, on dirait sur la fin, de bienveillance et compagnie. Margot. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé la première partie, sachant que ça traite aussi de l'adolescence et du regard des autres, qui est hyper important à ce moment-là. Donc, il y a tout ce truc-là qui se met en place petit à petit. Sachant qu'en plus, Gilles de la Tourette, ça a tendance à se mettre en place plutôt pendant l'enfance et non pas à l'adolescence. Donc là, c'est un Gilles de la Tourette qui se met en place tardivement. Avec la puberté, quasiment pour lui en tout cas. Pour lui, avec la puberté, exactement. Et dans des moments de sa vie où il y a des choses qui sont en jeu. C'est-à-dire qu'il a envie de progresser dans le football, il a envie de se faire des copains, il commence à flirter avec une fille. Enfin voilà, on est vraiment dans tout un tas de choses des premières fois qui sont hyper importantes et qui sont complètement bouleversées par rapport... C'est sûr que quand, dans un premier date, tu demandes à la fille de te sucer la bite, bon, ça peut bloquer. Voilà, donc il y a tout ça qui se casse la figure petit à petit. La famille est en pleine rupture à ce moment-là. Le père, on se rend compte que c'est un peu un sale type. La mère est pas très cool non plus. La mère est très 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 dure. Et en même temps, il y a cette espèce d'étiquette qui a l'air d'être très importante pour elle. Donc, en plus de ça, voilà, il évolue pas dans un milieu familial qui va aider à ce que lui comprenne ce qui se passe et à ce qu'il se sente écouté. Donc, la première partie est très intéressante. Mais je trouve qu'après, on rentre effectivement dans quelque chose de très scolaire ou même au niveau... je trouve de l'image en elle-même, il n'y a rien de très intéressant. Moi, je me suis un petit peu ennuyée sur la fin, pour être honnête. Et c'est trop pédagogique, en fait. J'ai l'impression que c'est un film qui nous explique qu'est-ce que c'est que le syndrome de Gilles de la Tourette, sans rentrer dans quelque chose de très personnel. Ça déborde jamais, il n'y a pas trop d'émotions. Alors, c'est pas tir d'arme non plus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle là-dessus, parce que j'avais un peu peur de ça. Mais à côté de ça, ça ne déborde nulle part. En fait, c'est vraiment très carré comme film, je trouve. Et en fait, il y a, 20-30 minutes de trop à la fin. Ouais, parce que le film fait quand même 2 heures bien tapées. Effectivement, ça tire un peu à la ligne sur toute une dernière partie où on est plus, on va dire, dans l'époque contemporaine, sur les évolutions de la médecine et de la compréhension donc du syndrome. Et là où ça tire un peu à la ligne finalement et ça raconte pas grand-chose de plus que ce que l'heure et demie avant a mis en place. Oui, parce qu'en plus, lui, en fait, il a réussi à expliquer les choses, il a réussi à transmettre, donc il a un peu arrivé au bout de ce qui s'était fixé comme objectif. Donc en fait, une fois qu'on a fait le tour de ça, on n'a plus grand-chose à dire et ça traîne en longueur. À la fin du générique, on a des images d'archives. J'ai pas du tout apprécié ça, j'ai trouvé ça pompeux. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où on se dit mais finalement est-ce que c'était nécessaire voilà, et à côté de ça il y a d'autres choses qui auraient pu être travaillées davantage, qui auraient pu rendre le film beaucoup plus intéressant et un peu moins ennuyeux. Docteur. Ouais, pas grand-chose. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vous venez de dire. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Une première partie plutôt intéressante. Alors moi, dans la deuxième partie, ce qui m'a un peu... Moi, je trouve qu'un des signes justement de ce côté un peu trop scolaire et un peu trop balisé, c'est à la toute fin du film, tu as des messages qui s'inscrivent sur l'écran en disant la bienveillance, c'est important. Je viens de regarder 2 heures de film, j'ai pas besoin qu'on vienne me le sanctionner par une phrase à la fin qui s'inscrit sur l'écran. Je pense que si vous avez loupé le début, le mettez en scène aussi. J'ai compris le message du film qu'effectivement, oui, la bienveillance et la tolérance, c'est toujours mieux face à une situation de handicap quelconque que l'intolérance et la bêtise. Heureusement que c'est ça que je suis censé retirer du film, parce que sinon, je me poserais quand même des sacrées questions, quoi. Oui, puis en plus, on est en 2026, donc le dialogue a déjà été ouvert là-dessus, sur ces sujets-là. C'est vrai que de plus en plus, moi je le vois dans mon travail, je travaille dans le milieu scolaire, on tend beaucoup à ça, à être bienveillant, à être à l'écoute. Mais en fait, pour tout, que ce soit le syndrome de Gilles de la Tourette, comme plein d'autres choses. Et je trouve que... En fait, maintenant, c'est d'autres discours qui doivent être entendus
plutôt que juste il faut qu'on soit gentil avec les uns et les autres. J'exagère un peu le trait, mais... En plus, tu vois que c'est un film de fiction parce que même les flics apprennent de leurs erreurs. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un côté. Là, ça va sortir du film à un moment donné. Il y a un petit truc en plus, mais à l'anglaise en fait. Moi, j'ai trouvé. Ouais, côté comédie sociale. Et autant je trouve que les Anglais sont toujours très bons. C'est pour ça que la première partie fonctionne bien d'ailleurs, c'est que les Anglais sont toujours très bons. Et il y a Peter Mullan. Voilà, bon comédien. Tu crois à l'extraction populaire des personnages. Par contre, moi j'ai trouvé qu'au niveau scénaristique, dans la deuxième partie, en fait, ça se relâche. Ouais, et notamment, ça se relâche sur deux choses. La première chose, c'est il y a tout un aspect, dire quitte à faire un film pédagogique, moi ce que j'aurais bien aimé voir, c'est voir comment est-ce qu'il progresse. C'est-à-dire par quels exercices ils travaillent, comment ça se passe avec le dosage des médicaments ou pas. Quelle discipline ça demande. Quelle discipline personnelle ça demande. Et c'est vrai qu'il passe presque de quelqu'un qui a beaucoup de signes extérieurs de Tourette à quelqu'un qui finit par en avoir quasiment plus. Et j'arrive pas à savoir comment est-ce qu'il passe de l'un à l'autre. Alors qu'on m'a montré, on m'a pris le temps de me montrer l'apparition, le développement, l'aggravation des symptômes, mais la résolution du problème finalement, ou enfin en tout cas l'essai de résolution du problème finalement est un peu évacué, moi je trouve, dans la deuxième partie, au profit justement de ce côté un peu développement personnel qui moi m'intéresse vachement moins. Et puis il y a un deuxième aspect moi qui m'a pas dérangé mais que j'ai trouvé un peu léger, c'est qu'en fait il y a plein de personnages secondaires, ils disparaissent vachement vite de la fiction. C'est-à-dire les sœurs par exemple de... Un peu fonction. Ouais, voilà, les sœurs du personnage... on les voit au début du film, on les voit plus après. Quelle relation il a avec sa famille ? On en voit une à la toute fin. Pourquoi on sait pas. Quelle relation il a avec sa famille ? Est-ce qu'il a avec sa mère, ok, d'accord, mais je veux dire, le père disparaît, les sœurs disparaissent, le frère disparaît, le pote. On voit une famille de substitution, mais qui passe un peu à l'associé à un moment donné. Où le père et le frère disparaissent. Et il n'y a plus que la mère qui reste. Et c'est un peu le sentiment que j'ai, quoi. C'est-à-dire d'avoir des personnages qui viennent quelque part pour servir le personnage principal. Et puis une fois qu'ils ont servi le personnage principal, ils s'en vont de la fiction comme s'ils n'existaient plus. Et ça m'a un petit peu... Comme si le personnage n'avait plus besoin d'eux. On n'avait plus besoin d'eux, exactement. Et ça m'a fait un peu... Ce qui fait un peu passer du coup pour un trou de balle quand même. Pas vraiment, mais disons que ça fait plutôt passer le film pour un trou de balle. Mais voilà, moi ça m'a un petit peu dérangé parce que je me suis dit, j'aurais bien aimé que les rôles secondaires soient un peu plus touffus, au-delà justement des deux figures de mentors qu'il rencontre dans le film. Et puis tu vois, un signe extérieur, un truc justement de légèreté un peu au niveau de l'écriture scénaristique, c'est la scène d'ouverture. Il va donc il se fait anoblir. Voilà, il va être anobli par la reine et en tout cas, il récupère une médaille. Voilà, et il a une conversation avec entre guillemets sa mère adoptive ou en tout cas son substitut maternel. Sauf que plus tard dans le film, on nous dit qu'elle est atteinte d'un cancer. Ouais, sauf que le problème, c'est que moi, je l'ai déjà vu 40 ans plus tard au début du film, donc je sais qu'elle va pas mourir. Donc là, il y a un enjeu dramatique qui n'existe pas, en fait. Et du coup, je me suis dit, alors je sais bien, peut-être que ça lui est dans la réalité, mais je me dis, pourquoi jouer cette corde de « il me reste 6 mois à vivre et je donne tout ?» si finalement on sait très bien, je sais déjà d'avance que le personnage va... Mais elle est pas morte, j'ai vu au début. Bah voilà, exactement. Donc voilà, je trouve que, mais comme la mise en scène d'ailleurs, j'ai trouvé que l'écriture et la mise en scène, ça passe, ça se regarde, c'est très sympathique. C'est gentiment fait. Exactement. C'est pas de vilaine facture. Ça manque un peu d'originalité, ça manque d'un petit grain de folie, quoi, justement, d'un petit quelque chose. Un petit grain de folie en plus. Ou de quelque chose d'un peu plus conceptuel, tu vois, sur la question du langage, justement, sur la question de la langue, quoi. Bon, bref, je pense qu'il y avait moyen de remplir un peu plus le film, plutôt que d'avoir ce film un petit peu trop balisé, à mon avis. Pour finir. Oui, je suis d'accord. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et pareil, cette histoire de mère qui ne voit plus, avec qui il a coupé les ponts. Enfin, c'est hyper bizarre. On n'en entend juste plus parler. Alors que, pareil, ça pourrait être questionné, ce truc de qu'est-ce que ça lui fait de devoir avoir une mère adoptive pour s'en sortir et que sa propre mère, elle lui fait défaut. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui pourraient être plus travaillées, qui pouvaient être plus développées, même des plans qui pouvaient être un peu plus longs pour qu'on profite du truc. Et en fait, c'est très... séquencé, en fait. Ça fait vraiment... Il y a ça qui se passe, puis il y a ça qui se passe, puis il y a ça qui se passe. C'est Billy Elliot, mais avec la tourette à la place de la danse. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et sans les jams en musique, non. Mais il y a Supergrass. Supergrass. Ah, ça va. Ah oui, et Oasis en générique de fin. Ah oui. Bon.
Voilà. Donc, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, oh bah tiens, il y en a un qui a dû être content. Allez, hop, rien que pour ça, je mets 5 sur 5. Donc, c'est Plus fort que moi, I Swear de Par contre, Kirk après, Jones. il faut quand même dire que les acteurs sont tous très bons. Robert Arayamo. Et l'acteur principal est très bien. Voilà. Oui, oui. Donc, encore dans les salles, on va passer au coup de cœur. C'est nul, 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 nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur carrément fleurés qui regardent des séries scandinaves, donc du coup... Du coup, j'ai pas trop le temps de regarder des films, mais du coup, ça... Quel aventurier oh là là. De l'audiovisuel. Mais quand même, ça va être Oz, le remake, reboot, préquel. Oui, préquel. Préquel du... Le monde merveilleux de Oz. Le monde merveilleux de Oz, donc de Sam Raimi. Donc suite préquel, machin truc, muche du classique de Victor Fleming. Comme tous les films de Sam Raimi, un film très généreux qui retravaille, à mon sens, la figure d'Abraham Lincoln. C'est passionnant. Oui. Alors, tous très généreux, sauf Doctor Strange 2. Hein, mais... C'est vrai. J'ai rien entendu. Merci. Margot. Rien à voir. Moi, c'est Mama Roma, le deuxième film de Pasolini. Donc en noir et blanc. Très beau film, très touchant. Entre le lien entre une mère et son fils. Voilà, j'ai beaucoup pleuré. Merci, docteur. Alors moi, ça sera un film autour duquel je tournais depuis déjà presque 25 ans. Oh, dis donc. Que j'avais jamais vu. Oh, mais voilà, que je me disais qu'il fallait que je le regarde un jour. Donc j'ai fait, c'est Broadcast News de James L. Brooks. Voilà, film de 87, si je dis pas de bêtises, voilà, qui est une comédie romantique qui se passe dans les milieux de la télévision. Donc, est à la fois un film sur la télévision et une vraie comédie romantique avec voilà, un casting en or. Holly Hunter dans le rôle principal, qui est superbe, je trouve qu'elle est géniale en espèce de Lisa Simpson monomaniaque de l'honnêteté journalistique. Face à elle, William Hurt en Anchorman, roué, blanchi sous le harnais, qui est très très bien, et puis plein de rôles secondaires tout à fait sympathiques, notamment Albert Brooks, voilà, qui est très bien. Et après en avoir discuté avec un ami, d'ailleurs, je vais m'intéresser un peu à sa carrière de réalisateur, parce qu'il a réalisé des comédies. Albert Brooks, c'est mortel. Et ça m'a l'air pas mal, apparemment. Mortel, et apparemment, l'une des comédies d'Albert Brooks était un des films préférés de Stanley Kubrick. Voilà. Donc après, voilà, Monsieur Loïc, si vous m'entendez, merci pour ce conseil. Je vais explorer cette voie. Voilà. Merci, docteur. Sinon, moi, comme je suis un intellectuel, ça va être un livre. Hein. L'homme qui aimait les chiens de Leonardo Padura, qui mêle en fait, qui retrace les destins de Lev Davidovich Bronstein, plus connu sous le nom de Trotsky, de son exil à la fin des années 20 jusqu'à sa mort en 1940, et donc le destin de Ramon Mercader de la guerre d'Espagne jusqu'à sa mort lui aussi à Cuba à la fin des années 60, donc l'assassin de Trotsky, et par-dessus toute une genre de métanarration sur le roman en train de s'écrire et les années castristes entre les années 60 et le début des années 2000. C'est absolument prodigieux, c'est passionnant et probablement un des meilleurs romans et un des meilleurs livres écrits sur la fin des illusions du XXe siècle. Voilà. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci Margot à la mise en son. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de crimes et de gros bras dans le désert. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Bonsoir. Salut.